D'accord. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier l'organisation pour ce colloque et pour l'invitation. Alors, je commencerai rapidement par relater un exemple un peu symptomatique, donc celui d'une arrestation de deux femmes, Marie Richard et Marie Verne, le 6 mai Sidor en deux, par un commissaire de police qui s'appelle Dupré, épaulé par 6 gardes nationaux, un caporal et un voisin, dresse une véritable souricière pour leur capture. Et le procès-verbal rapporte alors, après nous être assurés de la porte de la cour et de l'escalier par des sentinelles, avons monté avec le caporal et 2 hommes de la garde à la chambre de la dite fille Richard que nous avons trouvée à la porte couchée, par terre sur le dos dans une posture très indécente, et entrés de suite dans la chambre, avons trouvé 5 militaires. Alors, les deux suspects vont être emmenés à un endroit qui s'appelle le Violon, place de la Liberté, avant d'être conduites au corps municipal de Caen, puis à la maison d'arrêt et enfin au bureau du juge de paix qui va les mettre en état d'arrestation. Alors, ce cas va résumer un peu mon propos. Donc, on voit la mise en place d'une technique de capture par une combinaison d'acteurs du maintien de l'ordre en ville, laquelle s'appuie sur des espaces dédiés à la rétention pour arrêter ces deux dentelières qui sont visiblement sans le sou. Alors, la question des arrestations, elle a fait l'objet d'un article et d'un seul ouvrage collectif dans lequel les contributeurs et contributrices tentent d'historiciser les dynamiques de capture, d'en cerner les différents acteurs et d'analyser le droit qui les enserre. De même pour les chasses aux prévenus et les perquisitions qui ont fait l'objet de très rares travaux. Aucun chiffre n'existe sur les arrestations policières pendant la Révolution française et les travaux sur le sujet manquent. J'aimerais donc croiser ici deux questions, celle de l'histoire des femmes et celle des arrestations dans un environnement particulier, un environnement urbain d'une ville intermédiaire, Caen, pendant la Révolution française. Pour cela, je m'appuie sur un dépouillement exhaustif des dossiers de procédure des archives départementales du Calvados. Donc, il y a 1665 dossiers pour 2800 prévenus. Et cette histoire, elle s'intègre donc dans l'histoire des polices. Alors, sous l'Ancien Régime, la police a désigné plutôt, parmi de nombreuses exceptions, la gestion collective de l'urbain. Et cette compétence est municipalisée sous la Révolution et qui va créer des officiers de police. Donc, un lent déplacement va s'effectuer, la police passant petit à petit d'une institution à quelque chose qui s'incarne dans des corps. Quant à l'arrestation, alors dans le droit révolutionnaire, elle n'est pas entendue comme une capture physique d'un individu par une force légale, elle renvoie simplement à la mise en maison d'arrêt suite à un mandat d'arrêt. Pourtant, le terme va s'imposer dans la pratique policière et va rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, plus adéquat, le terme qu'on retrouve dans l'ordonnance criminelle de 1670, c'est celui de capture, qu'on retrouve aussi dans la loi du 16 février 1791 qui met en place la gendarmerie nationale. Donc, l'arrestation, elle n'est définie à aucun moment dans le droit. C'est donc avant tout une pratique et un savoir pratique qui se transmet sans codification légale. Si le droit de 1791 invite à éviter la rigueur des arrestations et la détention préventive, il suffit pourtant d'un flagrant délit ou d'un simple mandat d'amener ou d'arrêt pour qu'un policier arrête légalement un individu. Ainsi, l'arrestation sera entendue ici comme un dispositif de capture, comme une séquence, un enchaînement de gestes lors d'une interaction physique articulant droit et violence dite légitime, changeant le statut d'un prévenu, enfin d'un individu en celui de prévenu. Alors, en ce qui concerne Caen, c'est une ville, on va dire moyenne, avec environ 38 000 habitants en 1790 et environ 31 000 en l'an 8. Ce qui dirige la ville, c'est une élite bourgeoise de profession libérale, de robes, d'un riche négoce et de nombreux marchands, artisans et petits bourgeois. Alors, il faut savoir aussi que depuis le traité de libre-échange de 1786, la crise du secteur textile provoque de nombreuses migrations en ville. Par exemple, voilà, en l'an 6, ce que je vous ai mis ici, plus de la moitié de la population de Caen est composée d'étrangers, donc qui ne sont pas de la ville. Donc ainsi, nous verrons les acteurs et les espaces permettant la capture de femmes délinquantes et criminelles dans la ville de Caen. Puis nous regarderons le corpus de ces femmes arrêtées pour finir sur le cas particulier de la lutte contre la prostitution, qui semble un exemple assez, qui sert de bon indicateur pour montrer comment on construit un nouvel ordre public genré, on va dire, dans le temps et l'espace. Alors, sur ces acteurs de l'arrestation, avec les débuts de la Révolution, la police des villes est donc municipalisée, ce que je vous avais dit. Donc, il y a un décret de 1791 qui va créer le statut d'officier de police. Alors, au début, ce sont simplement les juges de paix et les capitaines et lieutenants de gendarmerie nationale. Puis, par la suite, il y a le Code des délits et des peines en l'an 4 qui va ajouter au nombre de ces officiers de police qui vont devenir police judiciaire, les commissaires de police, les gardes champêtres et forestiers et les directeurs du jury d'accusation.
autour de ces acteurs officiels, il y a aussi tout un tas d'acteurs officieux, ce que j'avais appelé dans ma thèse la nébuleuse policière. Alors, évidemment, cette nébuleuse, elle commence aussi par les citoyens. La police ne pourrait rien faire sans les citoyens et citoyennes de la ville, qui contribuent aussi aux arrestations. On trouve aussi en ville la force armée, composée de gardes nationaux et de soldats. Et enfin, entre 1792 et la mise en place de la Constitution de l'an 3, s'expérimente une police de révolutionnaires, composée de révolutionnaires, avec d'une part le comité de surveillance révolutionnaire, qui lui dispose légalement des compétences de police, et d'autre part les clubs, alors des Jacobins et celui des Carabos à Caen, qui exercent, eux, la police de facto, mais sans aucun droit. D'ailleurs, l'éviction de ces militants entre Thermidor et l'an 3 montre la professionnalisation et l'étatisation de la police, qui devient, comme je vous disais, une institution plus qu'une compétence de la ville en gestion, gérée entre plusieurs acteurs. Alors, il faut donner quelques chiffres, c'est un peu austère les tableaux, je suis désolé, mais c'est utile. Donc, en prenant tous les acteurs du maintien de l'ordre en ville et en ne sélectionnant que les 14 premières combinaisons d'acteurs sur ces dossiers, on obtient le tableau suivant. Pour tous les arrêtés du corpus, on peut noter que la majorité sont arrêtés sur notification. Donc, c'est une arrestation sans violence, c'est-à-dire qu'un huissier, la plupart du temps, délivre un mandat d'amener au prévenu pour se rendre au bureau du juge de paix. Ensuite, on voit qu'il y a la force armée, puis les commissaires de police, puis les gendarmes, les agents municipaux. Je note aussi la présence de citoyens pour 6% des arrestations. Au total, toujours confondu. Donc les gardes nationaux, c'est bien les véritables maîtres de la rue. Toutefois, si on se concentre que sur l'arrestation de femmes, on peut remarquer que les arrestations, on va dire musclées, donc avec force armée ou gendarmes, sont moindres et qu'elles se font plutôt arrêter par des commissaires de police ou des agents de la municipalité, soit plutôt lors de rondes ou de patrouilles que ces agents effectuent pour débarrasser les rues des indésirables, c'est-à-dire donc bien souvent des femmes sans papier, enfin trouvant défaut de papier, ou prostituées. La chasse aux suspects étant une activité emblématique des autorités policières qui agissent en permanence à la limite des règles du droit, comme le rappelle Vincent Fontana, ce tableau nous renseigne aussi sur les techniques policières d'arrestation. Donc, on sait qu'il existe une sorte de continuum de techniques qui va de l'arrestation sans histoire à la souricière tendue vraiment sur toute la ville qui est encerclée de gardes nationaux avec des descentes de police dans tous les quartiers, en passant par la traque, le coup de filet. En outre, on peut observer aussi dans le tableau des combinaisons d'acteurs, dont les plus efficaces recourent toujours à la force armée. Enfin, je tiens à souligner aussi le renouveau historiographique de l'étude des pratiques policières en les considérant sous un angle interactionniste et micro-relationnel. La capture, c'est un dispositif qui est changeant, adaptatif, on a qui disent casuistique et gradué, c'est-à-dire que c'est une interaction entre des acteurs avec de nombreuses variables, le genre, l'âge, l'heure, la présence de témoins, qui font jouer à plein le pouvoir discrétionnaire des responsables de l'arrestation. Donc, il n'y a pas de règle générale. Enfin, il faut savoir aussi que l'arrestation à l'époque, elle est perçue comme une injure à l'honneur, puisqu'elle entache la dignité des prévenus. Et bon, il faut savoir aussi que la résistance par la force n'est pas la norme, bien qu'on trouve de nombreuses prévenus qui, pour délégitimer la capture, font des profanations cérémonielles, c'est-à-dire on lance des moqueries, des bravades, ou on contrefait la voix des policiers. Ensuite, il y a des dispositifs spatiaux qui sont prévus pour la capture de prévenus. Donc, l'espace urbain possède de nombreux lieux et quadrillages qui permettent aux officiers de police de capturer les prévenus, mais aussi de sceller leur sort une fois l'arrestation faite après. Donc, je vais faire ici attention à la spatialité de l'environnement urbain dans sa dimension policière, qui repose sur un quadrillage policier, milicien, militaire et aussi carcéral. Et donc, chaque quadrillage a évidemment sa logique propre. Alors, en tout premier, il y a la section, qui est une limite administrative formée à partir des 13 anciennes paroisses de la ville. Et donc, c'est une cellule de référence pour la vie politique, fiscale, électorale, foncière, militaire, mais aussi policière. Chaque section élit un juge de paix et un commissaire de police. Alors, jusque l'an 3 pour les commissaires de police, après, ils vont être nommés. Et en plus, on sait que les sections possèdent des capacités de police propres qui s'affirment dans une temporalité particulière, donc soit le moment de la démocratie sectionnaire entre 1792 et l'an 3, avant que la Convention thermidorienne n'y mette fin. Ensuite, il y a aussi la question du quadrillage de la ville par les armes. Alors, le centre-ville du territoire canet, donc c'est une carte que j'ai faite sur QGIS. Bon, elle n'est pas très lisible de votre
côté. Il faut savoir que le nord est à droite aussi. On n'a pas réussi à redresser ça avec les cartographes, puisque le, le cadastre est aussi avec le nord à droite. Donc, le centre-ville du territoire canet est couvert de corps de garde tenus par des gardes nationaux. Alors, ces postes se situent surtout sur différentes places de la ville, donc des espaces stratégiques de surveillance des flux d'individus, de marchandises et d'informations. Il existe également des postes temporaires, comme le montre le cas du poste du pavillon de foire, qui s'ouvre lors des foires, puisque c'est un espace commercial potentiellement litigieux. On sait aussi qu'il y a des casernes, donc des casernes militaires et des casernes gendarmiques, donc avec des gendarmes, qui contribuent à ce maillage de la ville et qui servent de point de relais pour les officiers de police, qui peuvent y trouver une main forte pour l'arrestation ou des informations précieuses face aux délits qui pullulent à l'intérieur ou autour des casernes, évidemment. La territorialisation policière opère également de manière temporaire sur des espaces potentiellement conflictuels, ce que les sociologues appellent le hotspot policing. Donc, les gendarmes, les membres de clubs, les officiers municipaux, les commissaires de police, les gardes nationaux, ils vont policer temporairement le théâtre, le Vauxhall, les halles, la poissonnerie, les foires, les marchés et les débits de boissons, ou les lieux de jeu aussi. Enfin, il faut savoir aussi que ces débits de boissons et ces logeurs, ce sont des établissements qui sont des espaces considérés comme semi-publics par le droit, donc qui sont soumis aux descentes de police, d'autant que les logeurs doivent inscrire l'identité de leurs hôtes sur des registres qui sont visés régulièrement par les autorités municipales. Il y a aussi la question de la rétention de prévenus. Alors, avec cette petite phrase de Jean-Pierre Mocky, le violon, c'est comme la campagne, on est près des vaches. Je vais commencer par cette histoire de violon. Donc, une fois que les femmes sont arrêtées dans la ville, on les mène souvent d'abord au violon. Alors, il existe très peu d'informations là-dessus, très peu de travaux. On sait qu'à Caen, il y en a un au poste de la Liberté. Donc, c'est probablement une simple cellule un peu de garde à vue, on dirait aujourd'hui. Et donc, ils sont enfermés pour quelques heures ou une journée tout au plus, les suspects arrêtés en flagrant délit, les prostituées, les ivrognes et les prévenus arrêtés de nuit en attente d'interrogatoire. Alors, les policiers, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'hésitent pas à y recourir, soit en cas d'heure tardive de prévenus trop ivres ou par simple besoin de temps pour approfondir une enquête, ou à l'inverse, pour retarder le début de l'enquête et le lancement d'une investigation. Il y a aussi des bureaux de police. Alors, il y a deux centres policiers qui se dégagent à Caen. Le premier, c'est le bureau de la police municipale, qui se trouve dans l'enceinte de l'hôtel de ville et qui sert de mise en relation d'acteurs et d'outils bureaucratiques, puisqu'il y a de nombreux registres. Et c'est le lieu aussi de contrôle des passeports, puisque les étrangers de la commune doivent s'y présenter. Le deuxième bureau, c'est celui qui est dans l'enceinte des tribunaux, qui est appelé le bureau central. Alors, il apparaît vers 1792, je l'ai débusqué en regardant dans du quantitatif, c'était très compliqué à trouver. Mais en fait, à partir du moment où il apparaît, ce bureau, le travail de police se centralise, se bureaucratise, et donc ce bureau sert vraiment d'endroit moteur pour les enquêtes de police. Et il est dans le tribunal, donc le triptyque police, justice, prison se matérialise à un seul endroit. Il y a aussi un troisième bureau de police qui est une spécificité canaise, qui est ce pavillon du champ de foire dont je vous parlais. Donc un poste de garde et un bureau de police tenu par 3 juges de paix lors des foires, donc lors d'un moment où cet espace éphémère s'ouvre et que la police surveille les circulations et les échanges. Enfin, on sait qu'il y a les bureaux personnels des officiers de police et des des juges de paix et des commissaires de police qui sont connus parce que leur nom, leur adresse et leur nom sont placardés sur les rues de la ville, mais ça sert de manière très exceptionnelle. Ensuite, donc une fois qu'un prévenu est arrêté, il est emmené soit à la prison de Beaulieu, soit à la maison d'arrêt des tribunaux, voire exceptionnellement au donjon du château de Caen, lequel sera détruit en 1793, donc ça s'arrête en 1793. Alors, sur ces femmes arrêtées, à partir d'une typologie de 30 motifs d'arrestation, j'ai pu dresser un tableau qui révèle en creux différentes manières de s'approprier l'espace urbain. Alors là, ce tableau, c'est pour tous les prévenus, hommes et femmes compris. Donc l'histoire de la criminalité, bon, ce n'est pas un courant historiographique très neuf, mais j'aimerais proposer ici deux pas de côté, l'aborder sous l'angle du genre, d'une part, et sous l'angle policier et non pas judiciaire. En effet, de nombreux travaux pointent le fait que les juges de paix regardent les femmes comme d'impossibles coupables ou les traitent plus durement si elles sont perçues comme furieuses ou débauchées, donc qu'elles transgressent leur genre, et donc on va plus les criminaliser. On sait aussi que le droit, avec le code pénal, atténue les peines pour les femmes. Néanmoins, il faut aussi considérer qu'il y a une sorte de filtre aussi des officiers de police sur le terrain et au bureau qui comportent les mêmes biais que la justice. Donc, regarder les archives judiciaires, ça revient arriver en bout de chaîne, alors qu'un bon nombre de femmes est déjà passé au tamis des mains policières et judiciaires, d'autant que les femmes savent aussi jouer de leur statut genré pour limiter la répression.
Euh, donc, les analyses des archives policières, elles montrent en conséquence une présence plus importante de femmes qu'en justice. Alors, le corpus comporte 1879 hommes et 861 femmes, donc à peu près 68% d'hommes, donc voilà, 32% de femmes, qui sont statistiquement plus arrêtées pour des délits que des crimes, puisque ce sont des actes jugés moins violents. Alors, sur les motifs d'arrestation, enfin sur leur profil social, et je reviendrai après au motif. Donc les femmes se trouvent bien plus arrêtées entre 16 et 25 ans, probablement en raison de leur âge au mariage, lequel leur permet d'être moins précaires et isolées socialement après, et en particulier pour de nombreuses femmes pauvres venues des campagnes chercher de l'ouvrage. La typologie ensuite que j'ai essayé de dresser pour les états et professions. Alors, cette typologie elle essaie de refléter en partie l'interaction entre prévenus et policiers en milieu urbain, puisque les prévenus présentent toujours une identité d'elles-mêmes valorisante, selon des tactiques de présentation de soi, tandis que les policiers tentent de les faire entrer dans d'autres catégories qui sont intelligibles pour eux. Ainsi, aucune femme va se déclarer ouvertement prostituée, par exemple. Donc, on est entre présentation de soi et taxonomie policière, et donc ce tableau va chercher en priorité à éclairer les milieux sociaux ciblés par les policiers. On y remarque la présence écrasante des petits métiers textiles tout en haut. Donc, c'est effectivement lié à l'économie proto-industrielle de la ville, qui est basée sur le textile et qui emploie presque la moitié de la ville au XVIIIe siècle, raison de la présence de nombreuses dentelières, lingères, couturières, etc. D'autant qu'il y a la crise liée au traité de libre-échange de 1786 qui accentue la tendance. Donc, sans commenter l'intégralité des infractions commises par les femmes, j'aimerais m'arrêter sur tout de suite là sur le motif d'arrestation le plus fréquent, les infractions acquisitives, avec la première qui est le vol. Alors, l'arrestation, elle doit être approchée dans sa dimension géographique. Alors, en faisant un traitement spatial des arrestations, on voit cette carte, alors qui est assez peu intelligible au début. Donc, il faut prendre en compte que cette carte, elle n'affiche pas les zones criminogènes de la ville de Caen, mais plutôt la présence d'une main forte pour effectuer des arrestations sur des lieux qui sont les plus surveillés du centre-ville. Donc, les points les plus importants de la carte désignent des espaces où les policiers se montrent présents, réactifs, mais aussi des espaces de concentration et de circulation des individus et des biens. Ainsi, les espaces avec le plus de délinquants, entre guillemets, ne seraient pas les espaces les plus pauvres, mais les plus fréquentés. Comme avait dit Philippe Minard une fois, bon, il y a de la pollution là où on met des capteurs. Donc, par exemple, on voit ici que la section de la liberté, qui est composée des populations les plus aisées, mais ça représente aussi la section la plus criminogène, entre guillemets, puisqu'elle regroupe le champ de foire, la grande rue principale de la ville, qui s'appelle la rue de l'Égalité, et la place de la Liberté, où se trouve la mairie. Sur le champ de foire, donc cet espace commercial rempli de petites boutiques et de débits de boissons, il y a aussi plein de petites rues, donc il y a de nombreux vols, de nombreux litiges sur des marchandises et des rixes, ce qui engendre la forte présence des policiers. Il y a aussi les marchés qui se situent sur les places, qui déterminent en partie cette géographie infractionnelle. Et on voit aussi que les arrestations se déroulent majoritairement sur des grands axes, donc la rue Saint-Jean ou rue de l'Égalité, ou sur les places où les commerces, les services et les échanges, mais aussi les débits de boissons sont les plus nombreux. Enfin, il y a le faubourg populaire de Vaucelles, qui est tout en bas de la carte, qui est très remuant. En fait, c'est le lieu d'arrivée des voyageurs qui est coupé de la ville par une succession de deux ponts. Le pont est aussi surveillé par des sentinelles avec une caserne. Donc, ce pont de Vaucelles fait office de filtre avant l'arrivée des gens dans la ville. Donc, l'arrivée de marchandises et de denrées par la rue de Vaucelles provoque des pillages de convois lors de périodes de disette, avant leur arrivée sur les marchés et halles du centre-ville. Donc, ce phénomène d'arrestation dans le faubourg n'est pas sans rappeler la géographie des violences urbaines qu'Arlette Farge et André Zisberg situent aussi aux barrières, aux cabarets dans les faubourgs. Donc, en somme, cette carte, elle montre les espaces surveillés dans lesquels les policiers interviennent rapidement. Alors, la vigilance policière, elle se montre d'abord sur le centre-ville, les grands axes, les places, donc des lieux bien surveillés, mais on voit qu'il y a des lieux qui échappent à cette surveillance policière, notamment les cabarets et auberges dont l'adresse fait défaut, donc on ne peut pas localiser. Et on sait aussi que les espaces ruraux de la ville, comme les hameaux, se dérobent à cette carte, laissant probablement les régulations aux communautés locales, ce qui montre aussi l'aspect beaucoup plus urbain du contrôle policier. Puisque la ville de Caen, il y a énormément de champs, ça c'est vraiment un zoom sur le centre-ville, mais la délimitation de la ville est beaucoup plus grande. Alors, je vous avais dit que j'allais m'appesantir sur cette question des infractions acquisitives, qui sont les crimes et délits les plus fréquents.
Alors, le vol représente à lui seul 22,7% des infractions du corpus, donc c'est la plus grosse infraction sur 30 motifs d'arrestation. Alors, 63% des arrêtés sont des voleurs, donc 37% des voleuses. Donc, le vol marque une activité plus féminisée, puisque le corpus a environ 31% de femmes arrêtées. Et donc là, on est à 37% pour le vol. Donc, le vol, c'est une nécessité de survie pour de nombreuses femmes précaires, souvent venues en ville suite à des difficultés économiques. Et donc, ça regroupe toute une diversité de circonstances et d'associations entre femmes, avec de véritables petits gangs féminins parfois, ce qui montre des vols à mi-chemin entre vol d'opportunité et vol de nécessité. Cependant, il ne faut pas naturaliser non plus les réseaux de voleuses qui restent très nébuleux et constitués par des occasions et sans véritable préméditation la plupart du temps. La question de la matérialité des vols peut être aussi posée, puisque la majorité des objets volés durant cette période, ce sont des produits textiles, donc des tissus, des vêtements, des hardes, des étoffes. Donc la primauté du vol de vêtements et de tissus est indéniable, ce qui reflète encore l'explication tient encore à la structuration économique de la ville. Un autre point est à souligner, il ne faut pas sous-estimer la dimension consumériste du vol de biens, en particulier des textiles. Alors c'est Beverly Lemire qui en parle dans un article, et elle dit que voilà, il ne faut pas penser les classes populaires comme arrimées à des stratégies de survie. Elles aussi, elles veulent être à la mode, offrir à leurs proches de belles parures, avoir des vêtements de luxe, en s'approvisionnant sur des marchés de la seconde main. Donc, le vol de tissus et de vêtements qui caractérise les villes ne peut se réduire à la misère ou à la volonté d'enrichissement personnel. Mais ça reflète aussi la montée d'une société plus égalitaire, basée sur une consommation, alors qu'il y a une révolution textile, comme le disait Daniel Roche. À cette délinquance acquisitive, on peut ajouter les pillages et attroupements, qui sont la 4e infraction féminine, avec 88 femmes arrêtées pour 79 hommes. Donc, il y a plus de femmes arrêtées pour des pillages. Alors, souvent, il y a une décontextualisation des pillages et des brigandages pour en individualiser les actes infractionnels. Et donc, ça a souvent fait dire aux historiens et aux historiennes que les femmes, par des biais de genre, elles étaient occultées de la répression judiciaire, si ce n'est invisibilisées, alors qu'elles sont, comme le disait Arlette Farge, d'évidentes émeutières. Alors, effectivement, en justice, ça arrive, mais dans la pratique, alors ces attroupements qui ressemblent à des cas classiques d'économie morale de la foule, qui arrêtent des convois entiers de braises ou de sacs de grains, se font effectivement dans les faubourgs, plutôt, et surtout le faubourg de Vaucelles, dont je vous parlais tout à l'heure, ou sur les places. Et donc voilà, les archives policières nous montrent qu'il y a beaucoup plus de femmes arrêtées, mais elles passent beaucoup moins en justice. Donc les femmes sont effectivement très présentes dans les émeutes et au premier rang des pillages. Même si après elles sont décriminalisées, on pourrait dire. Alors, de fait, le lieu d'arrestation des femmes d'un camp, c'est déjà un indicateur de leur profil social et de leur motif. Et le motif d'arrestation, ça révèle aussi des manières de s'approprier la ville. Alors, il y a aussi un délit sur lequel je terminerai, qui est la prostitution, qui est un délit quasiment exclusivement féminin et qui s'insère dans des infractions liées à la morale et à la sexualité. Alors, elle est ni interdite ni autorisée. La prostitution, elle est tolérée à l'époque. Et donc, pour la réprimer, les policiers citent un décret du 19 juillet 1791 relatif à l'organisation de la police municipale et correctionnelle qui réprime, je cite, les délits contre les bonnes mœurs. Pourtant, entre 1791 et 1800, les délits contre les mœurs représentent le 5e motif d'arrestation sur les 30 que j'ai définis, avec plus de 183 prévenus arrêtés, donc 5% des prévenus du corpus, dont 156 en premier motif d'arrestation, et 138 arrêtés sont des femmes. Donc, voilà, il y a énormément de femmes arrêtées pour ce motif. Sous l'Ancien Régime, alors on sait qu'il existait à Paris, en tout cas, un monde du macrélage hiérarchisé, composé de figures célèbres, dont le déclin des grandes maisons amorcé après 1770 éparpille et multiplie les petits foyers de prostitution. Et donc, on sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, cette prostitution, elle devient plus diffuse, plus de rue, populaire, occasionnelle ou vulgivague, comme disait Alain Corbin. Alors, quand s'en fait l'écho, c'est une activité individuelle qui concerne surtout des jeunes femmes précaires, déracinées, arrivées en ville. Les cas de proxénétisme ou de macrélage restent très épisodiques. Et donc, ce phénomène est catégorisé selon le pouvoir discrétionnaire des officiers de police qui se réfèrent à un registre moral, sécuritaire, hygiénique ou sanitaire pour les arrêter. La présence importante de femmes arrêtées pour défaut de papier, donc c'est un tiers des arrêtés pour ce motif, indique aussi le moyen détourné utilisé par les officiers de police pour arrêter les prostituées en l'absence de flagrant délit.
Néanmoins, si les officiers de police judiciaire disent s'appuyer sur un décret de 1791 pour agir, la chronologie ne correspond pas. Il faut donc revenir un petit peu sur la dimension temporelle de cette infraction. Alors, souvent, on présente la répression de la prostitution comme une demande sociale. Donc, l'enquête policière, elle serait surtout voilà, une demande. De fait, on se rend compte que c'est surtout un argument rhétorique au service d'une communauté de jugement établie, constituée d'hommes détenteurs de l'autorité légitime du quartier, qui dénoncent la présence de femmes précaires dans l'espace public pour préserver la réputation du quartier. En effet, sur toutes ces arrestations, seulement 27,5% des prostituées sont arrêtées pour une plainte, donc un peu plus d'un quart. Donc, cette demande sociale, elle est complètement instrumentalisée par la police et la prostitution fait l'objet d'une répression de classe. Et donc, un groupe de petits entrepreneurs de morale, au sens défini par Howard Baker, demande une enquête pour leurs propres intérêts. De fait, pendant la Révolution comme au XIXe siècle, la police ne criminalise pas ou peu les femmes galantes ou mondaines qui exercent dans des lieux identifiés et plus luxueux. Clyde Plumosil parle à ce propos d'un travail de construction policière, d'un problème de la prostitution, qui façonne un groupe social plus qu'une réalité préexistante. En ce qui concerne les femmes arrêtées, alors elles ne se déclarent jamais prostituées. Parmi elles, il y a 71% de petits métiers textiles, donc reflet encore de la structuration de la ville autour du textile, lequel est facile à valoriser puisque ce sont des compétences domestiques que les jeunes filles acquièrent très vite. À titre de comparaison, Erika Marie Benabou assure que pour Paris au XVIIIe siècle, plus de la moitié des femmes arrêtées pour prostitution ont un métier artisanal, dont 91% dans le domaine textile. On remarque aussi que les femmes ciblées n'ont jamais en dessous de 15 ans et l'écrasante majorité d'entre elles ont entre 16 et 25 ans, soit des femmes souvent célibataires en recherche de stabilité économique et de mariage, dans une société où l'âge moyen au mariage se situe entre 25 et 26 ans. Donc de 1791 à 1793, vous pouvez voir que seulement 10 personnes, hommes et femmes comprises, sont arrêtées pour débauche. De plus, si on reporte ces chiffres sur une courbe, on obtient donc voilà, le tableau ici. Et bien que ce tableau intègre d'autres formes d'atteinte à la morale sexuelle, on peut voir le décollage brusque de la répression de la prostitution à partir de 1794. Donc, de fait, le combat contre la prostitution s'insère dans l'affirmation d'un ordre sexuel et des mœurs voulu par le gouvernement révolutionnaire, mais plutôt sur le tard. Une telle chronologie pose la question de savoir si on peut considérer la prostitution comme un illégalisme, puisqu'il est réprimé de manière discrétionnaire, sous couvert de lois peu claires sur le sujet. C'est donc à l'initiative des policiers que se reconstruit l'ordre public et public à partir de 1793, et non pas par un quelconque sursaut du droit pénal ou législatif, puisque les enquêtes s'appuient, comme je vous le disais, sur un texte de 1791 pour intervenir. Finalement, l'enquête policière contribue à définir un groupe cible de femmes précaires, mais aussi à assurer un ordre de classe sur la ville. En effet, ce n'est ni une demande explicite de l'État, ni une demande citoyenne. La chasse aux prostituées s'inscrit dans une volonté policière de fluidifier et de pacifier l'espace public en le moralisant, comme l'indique aussi la lutte contre le racolage. Toutefois, l'enquête comme processus de normalisation et de rationalisation des rues et des corps reste très loin du panoptisme sexuel, pour Caen en tout cas. Alors, contrairement à Paris, où il y a des tentatives d'encarter les prostituées, ou à Genève, qui dispose d'un livre des filles pour administrer le commerce du sexe, alors que les policiers de Caen ne disposent pas de technologie de papier spécifique pour rationaliser ce contrôle de la prostitution. Pour terminer, alors sur le plan géographique, les arrestations de prostituées s'effectuent sur des espaces précis. Alors, les casernes de la Charité, caserne des Nouvelles Catholiques, caserne de Vaucelles et au château de Caen, mais aussi à la maison de détention des militaires, qui est rue des Carmes, en somme des lieux de concentration de soldats. Viennent ensuite les débits de boissons, ce qui contribue à l'association progressive des femmes présentes dans les rues et le soir à des femmes prostituées ou à des femmes qui boivent de l'alcool, chose terrible à l'époque. Et le champ de foire, qui est aussi truffé de petites ruelles et de débits de boissons, qui sert aussi de lieu de raccrochage, ainsi que les places qui reflètent bien les endroits soumis à la surveillance policière qui exercent leur suspicion préférentielle contre les femmes populaires. Alors, comme à Paris, cette géographie de la prostitution, elle suit la densité de la ville, ses nœuds, ses passages et ses grands axes. Et pour les débits de boissons, les arrestations sont surtout lors de patrouilles et visites de police, c'est-à-dire surtout de nuit. Donc, il y a une volonté de moraliser la nuit qui retranche progressivement les femmes de l'espace public à la tombée du jour. Bon, je ne voudrais pas mordre sur mon temps, mais ainsi, nous avons vu les acteurs, les techniques, les espaces de l'arrestation, ainsi que les motifs et les principales cibles de ces arrestations.
Ce qui montre que Caen est un exemple parmi d'autres, mais j'ai pu apporter voilà, quelques chiffres et il en restera au moins ça. Je vous remercie. Deux interventions.